Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo la plus dure à faire pour moi, clairement et de loin, ça a été une vidéo très compliquée que je fais en 2 temps. J'ai tourné cette vidéo, donc une interview que j'ai faite avec Thomas, Thomas que j'ai rencontré à l'Open Poker Tour, qui est un joueur malade et qui connaît la maladie depuis de nombreuses années maintenant. Et, euh, Derrière ce titre putaclic, il y avait vraiment l'idée de vous présenter une personne qui a des pépites vraiment à vous donner, qui est pour moi source d'inspiration, une source d'inspiration énorme parce que c'est tout simplement la personne que je connais qui est la plus résiliente, qui est surtout qui fait preuve d'une acceptation juste incroyable. Et encore, vous voyez, c'était avant de faire cette vidéo que je pensais ça. Et aujourd'hui que je connais un petit peu les tenants et aboutissants, c'est encore pire que ça. Plus que l'acceptation, il est à un niveau incroyable. Je vous spoil un petit peu la vidéo parce que je veux vraiment que vous vous poussez à regarder cette vidéo dans son entièreté pour plusieurs raisons. Euh, cette vidéo, elle est dure parce que en réalité, je n'ai pas pris conscience qu'au final, Thomas était très avancé au niveau de la maladie. Il est métastasé. Euh, on lui a annoncé qu'il ne s'en sortirait pas, qu'on ne pourrait pas le guérir. Donc, il sait qu'il va mourir dans 1 an et demi, 1 an, il ne sait pas en fait en réalité, dans plusieurs mois, ou ça peut même venir encore plus vite. C'est ça vraiment la crainte, hein, et le but au départ de la vidéo, c'est sans être sur un côté un peu glauque comme ça, de prime abord, en tout cas, oui, j'ai beaucoup hésité en fait. Les derniers jours, j'ai eu beaucoup de soucis justement avec ce que j'ai appris durant la vidéo. C'était compliqué pour moi de me dire, ok, est-ce qu'on fait vraiment une vidéo, est-ce que vraiment je la maintiens, etc. Et en réalité, au fur et à mesure de la vidéo, vous verrez à la fin, on avait coupé la vidéo, mais au final, on a continué la discussion tous les deux, où on a pu aller un peu plus loin encore dans les explications, dans des choses qu'on n'avait pas dites durant la vidéo. Et du coup, vu que je tournais toujours avec Zoom, j'ai décidé de vous laisser tel quel, même le côté off. C'est-à-dire que j'ai demandé la permission à Thomas, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et à un moment donné aussi, voilà, j'ai juste proposé à Thomas de venir à Las Vegas, de lui offrir en fait une semaine ou 15 jours dans la Villa Coaching, parce que c'est un rêve qu'il a depuis de nombreuses années, qu'il avait un peu abandonné, qu'il avait mis de côté. Parce que c'est pareil, c'est un gros coût financier aussi, Vegas, etc. Et quand effectivement on sait qu'on va partir, il a une famille, il veut pas, voilà, il veut pas piocher un peu dans le budget familial, on va dire, ce qui est complètement compréhensible. Et c'est pour ça que voilà, je lui ai offert ça, mais j'ai aussi demandé à Thomas d'ouvrir une cagnotte Litchi euh, pour voir s'il y a des gens effectivement qui veulent participer avec nous pour l'aider en fait à juste voilà accomplir son dernier rêve, accomplir un petit peu un dernier moment où il pourra jouer au poker, vraiment faire sa passion. Il va vous expliquer tout ça en fait durant ce que représente le poker pour lui. Euh, et j'avais vraiment envie de lui offrir ça. Mais qu'il soit pas justement, vous voyez, c'était ça aussi, pourquoi je vous fais une nouvelle intro, vous verrez qu'il y en avait une intro avant. C'est tout simplement que après coup, j'ai eu un peu de culpabilité par rapport à la situation un peu financière dont il me parlait. Je lui propose ça. Le connaissant, je savais qu'il allait un peu culpabiliser de payer un billet d'avion, de peut-être jouer au poker là-bas, d'avoir un budget pour qu'il joue quelques tournois, etc. Et je voudrais pas qu'il se pose ces questions-là. Et donc c'est pour ça que voilà, je fais appel aussi à la communauté pour lui donner un coup de main. Euh, une cagnotte Litchi, voilà, pour au moins essayer de lui permettre de payer le billet d'avion. Même s'il n'y aura pas beaucoup de vues, et certainement sur cette vidéo-là, je vous invite vraiment à essayer de la partager, cette vidéo, pour que il y ait un maximum de gens qui la voient, qu'il y a peut-être plus de gens qui soient peut-être tentés de ne serait-ce que de donner 2 euros, 3 euros, je ne sais pas ce que vous pouvez, mais vous voyez, sur le nombre, s'il commence à y avoir une petite centaine de personnes qui donnent 3-4 euros, ça fera déjà une partie du billet d'avion, ça sera toujours ça bon à prendre. Et puis bien sûr, je sais qu'il y aura des personnes qui seront beaucoup plus généreuses, j'en doute pas. Et ben voilà, ça lui permettra tout simplement de ne pas se prendre la tête, de profiter à fond. De moi également, de vous montrer ce que vous avez permis de faire, de créer un nouveau souvenir, enfin un dernier souvenir pour Thomas, pour sa famille, pour voir un petit peu comment il aura pu être heureux comment il a pu être heureux à Las Vegas. Et moi, je vais filmer tout ça, je vais créer un petit reportage pour lui déjà, pour lui et sa famille, mais aussi pour les personnes qui auront aidé. Et vraiment, la qualité de la vidéo n'est pas belle. Vous allez voir que l'image vient de Zoom,
sa caméra était clairement pourrie. Du coup, oui, voilà, il a une image horrible quand il se filme. Mais allez au-delà de ça, allez écouter ce qu'il a à dire, le message qu'il a à vous donner. Et vous allez voir aussi qu'on va vraiment en profondeur sur le bad beat, euh, sur ce que ça génère, parce que vous voyez, sur ce côté putaclic, en réalité, vous allez voir que le bad beat, même quand on est malade, même quand on sait qu'on va mourir, et ben la réalité, c'est que le bad beat, ça nous impacte quand même très fortement. Et c'est complètement contre-intuitif, et c'est on a essayé un petit peu d'aller en profondeur, de comprendre les mécanismes, et ben, c'est ce qu'on vous explique un peu dans cette vidéo. Je trouve ça tellement intéressant parce que moi-même j'ai pris conscience de certains mécanismes à ce moment-là. Mais surtout, voilà, c'est le message que, enfin, l'acceptation de Thomas qui est juste incroyable dans cette vidéo. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça, et puis je vous reprends un petit peu à la fin. Profitez, la vidéo est incroyable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, il y a un titre un petit peu accrocheur, mais vous allez voir que bah, c'est pas qu'accrocheur, c'est vraiment, ça colle à la vérité, ça colle à la réalité, en tout cas sa réalité à lui. Je suis très heureux de vous présenter Thomas Paris, que j'ai rencontré à l'Open Poker Tour. Donc l'Open Poker Tour, c'est le séjour poker que je fais en Ardèche tous les ans, et qui me permet de rencontrer justement des personnes assez incroyables comme Thomas. Je suis vraiment très content de vous présenter et j'ai décidé de faire une interview justement sur sa personne, sur ce qu'il vit, parce que vous allez voir que ce qu'il vit, bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une force mentale comme il l'a. Et bah, donc voilà, je suis très très content de vous accueillir, enfin d'accueillir Thomas. Salut Thomas. Salut Mickaël. Thomas, donc je te propose de te présenter rapidement sur ce que tu as envie de dire. Tu te présentes de la forme que tu veux, voilà, ce que tu as envie de dire en général sur toi, ce qui est important pour toi de nous partager, en tout cas dans une première présentation. Et puis je te poserai ensuite des questions, si ça te va. Ouais. Ouais, écoute, j'ai bientôt 47 ans. Je fais du poker depuis une quinzaine d'années, je pense. Je fais partie d'une association en Essonne, donc à Île-de-France. On est une cinquantaine dans le club. Je suis marié. J'ai un beau-fils. J'ai je travaille comme professeur de mathématiques à domicile. Je me déplace chez les étudiants, collégiens, lycéens, et donc je les aide à passer les examens, le bac, le brevet, et je suis les contrôles aussi. Donc déjà, les mathématiques, j'imagine que ça t'aide avec le poker. Ouais, effectivement, oui, tout à fait. J'essaye avec la formation que j'ai eue grâce à toi. Maintenant, j'essaie d'appliquer et d'utiliser plus les maths qu'avant dans le poker, tout à fait. Ok. Alors, Thomas, on va rentrer dans le vif du sujet pour que les gens puissent un petit peu comprendre pourquoi j'ai été aussi agressif quelque part sur le titre. Donc je disais oui que j'étais content de te faire découvrir aux gens, puisque pour moi en fait c'est quelqu'un qui, enfin tu es quelqu'un qui m'a marqué en tout cas sur mon expérience Open Poker Tour. Tu as atteint d'une maladie, Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors je suis né avec une maladie génétique rare qui s'appelle Fanconi. Brièvement, c'est une maladie qui pose des problèmes de réparation de l'ADN. Et donc forcément, dans ce cas-là, bah, ça provoque essentiellement la leucémie, vulgairement ce qu'on appelle le cancer du sang. Donc derrière, pour survivre, c'est greffe de moelle osseuse, que j'ai eu relativement tardivement d'ailleurs, à 32 ans. Et ensuite, donc si tu survis à cette greffe, après, c'est toujours vivre avec la maladie. Donc, c'est plein de cancers à tire-larigot. Je les ai comptés il n'y a pas très longtemps. J'étais à peu près à 35 cancers de la peau et des muqueuses. 35. Et parmi, ouais, 35, quoi, un peu plus de 35. Et dans toute cette vie, il n'y a pas eu que les cancers. Il y a eu plein d'autres problèmes liés avec la maladie. Euh, j'ai eu des problèmes de, d'inflammation de la moelle épinière, donc je ne pouvais plus marcher. Tout ça, c'est aussi lié avec la maladie. C'était pas un cancer, mais c'est lié à la maladie. Donc derrière, quand tu peux plus marcher, ta vie est compliquée. Tu pars à l'hôpital, tu en as plusieurs mois.
derrière, ils trouvent pas de solution, donc ils font des essais à droite à gauche. Ils essaient de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas. Donc, comme quoi, encore, il y a plein de choses à découvrir sur le corps. Ils ont tenté avec moi ce qu'on appelle la plasmaphérèse, c'est-à-dire ils ont retiré tout ce qui était le plasma du corps pour laver un peu les lymphocytes T et après réinjecter le nouveau plasma sans les mauvais lymphocytes T. Et ils ont tenté le coup et au bout de quelques mois, j'ai commencé à remarcher. Et ça a été super compliqué cette période de vie parce que en plus de pouvoir marcher, j'avais de l'électricité dans tout le corps non-stop 24 heures sur 24. Donc c'était très 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 compliqué mentalement à vivre. Et je me suis aperçu a posteriori que ce qui m'a aidé dans l'histoire, euh, quand j'étais en réadaptation neurologique à la Pitié-Salpêtrière, quand je commençais à remarcher tout doucement, si on peut appeler ça marcher, quand j'allais dans le couloir prendre ma douche, je regardais les chambres qui étaient ouvertes et je regardais les gens qui allaient dans les chambres. Et ces gens-là, c'était des gens qui étaient tétraplégiques ou paraplégiques. Ils regardaient le plafond, ils ne bougeaient pas. Et là, je me suis dit, ben, merde, ferme ta gueule, fais un pas l'un après l'autre, avance, t'as pas le droit de te plaindre. Donc allez, on y va prendre ta douche et bouge. Et c'est dur à dire ça, mais le malheur des gens que j'ai vus, hein, que j'ai vraiment vu autour de moi, ça m'a fait comprendre que putain, bah, je suis pas le seul, et il y a pire que moi. Donc maintenant, essaie de relever un petit peu la tête et vas-y, allez, avance. Et je me suis forcé, et en fait, à chaque fois, chaque étape de vie que j'ai eue, où j'ai encore eu plein de difficultés, j'ai eu notamment aussi une biopsie du cerveau parce que on ne comprenait pas pourquoi il y a des problèmes de marche, etc. Et dans la biopsie du cerveau, il y avait 3% de décès. Donc, il fallait se lancer et se dire, allez, vas-y, j'y vais, et je vais essayer de pas être dans les 3%. Donc, bon, c'est pas facile. Et à chaque fois, plus j'avançais dans la vie, plus j'avais des problèmes, et plus je m'amuser entre guillemets, à chercher la petite aiguille de bonheur, la petite aiguille de positivité dans toute la merde qu'il y avait autour. Et mine de rien, c'est pas mal de taf, ça, de chercher et se dire, putain, je suis dans la merde, je suis vraiment dans la grosse merde. Qu'est-ce, il y a quoi de bon là-dedans? C'est pas facile. Mais quand tu soulèves toutes les couches et que tu cherches, ça prend du temps, mais il y a toujours quelque chose qui te permet de dire, bah tiens, mine de rien, toute cette merde, ça me permet de faire quoi? Bah, ça me permet de faire ça. Ça me permet aussi de devenir aussi quelqu'un d'autre. Hmm. Effectivement, avec tout ce que j'ai vécu, je suis aussi devenu une autre personne que ce que j'étais avant. J'ai envie de dire mieux, un homme meilleur. Et ça, j'en suis très fier. C'est intéressant ce que tu nous expliques justement, c'est un peu ce que je vois, enfin ce que je travaille également avec mes élèves, en général, tu vois, de travailler justement sur ce côté où le cerveau nous montre tout le temps le côté négatif, donc comme si en fait la pièce, tu fais un pile ou face et ça tombait toujours sur le côté face et le côté négatif. Et il y a ce travail à faire de retourner la pièce, le travail cognitif à faire de le mettre sur le côté pile. Et j'imagine que dans ton cas, toi, ça prend encore une autre proportion, bien sûr, vu ta maladie et les problèmes auxquels tu es confronté. Une question par rapport à ça, justement, au niveau de ta maladie, donc tu disais que c'était une maladie où tu es né avec ça, c'est-à-dire que tu as vécu toute ta vie en sachant que tu aurais ces problèmes ou à quel moment on te l'a diagnostiqué? Ah, très bonne question. En fait, non, en fait, je suis un petit peu singulier dans cette maladie. C'était que le diagnostic a été posé très tardivement, parce qu'à l'époque, on ne fait pas de tests moléculaires, etc., quand j'étais jeune. Et j'avais pas les caractéristiques physiques de la maladie. Je suis ce qu'on appelle ouais, enfin, j'ai pas les caractéristiques physiques. Ok. Ah, on appelle ça un phénotype atténué de la maladie. Et donc, en fait, in fine, on a réussi à mettre un mot sur ma maladie. J'avais 23 ans, ce qui est très tardif, très, très tardif. Et, euh, et en règle générale, il y a 10-20 ans, on mourait de cette maladie à l'adolescence. Donc moi, je suis un peu un cas particulier où tout arrivé super tard. Ma leucémie est arrivée à 32 ans, alors que, en règle générale, la leucémie, elle arrive vers entre 15 ans et 20 ans. Ok. Donc, Très alors c'est tardif, très tardif.
C'est intéressant, du coup, donc tu connaissais déjà ta maladie, il y avait en fait, au moment que tu as commencé le poker. Ouais, alors quand je te dis je commençais le poker, c'était avec les potes dans la maison, hein, c'était pas en Ouais. assos, hein. Comme tout le monde, Thomas. Voilà, c'est ça. On a tous un peu joué voilà, entre potes au départ, et puis après, on a eu des objectifs un peu plus grands. Alors, c'est intéressant. Moi, ce que j'aimerais justement, tu vois, c'est développer avec toi, c'est un petit peu justement ce rapport avec la maladie et justement le poker. Est-ce que ça peut t'apporter en fait dans le poker, ou le poker peut t'apporter même dans la maladie, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, tu vois, le poker, c'est beaucoup d'incertitudes. On travaille énormément sur l'incertitude. Et dans ce que tu me dis, donc ensuite, tu as commencé donc, à jouer au poker. Est-ce que justement cette pratique du poker t'a aidé à gérer cette incertitude de la maladie dans ta vie? Alors, je sais pas si je réponds à ta question, mais euh, alors là, je fais un aparté et après je rebondis pour répondre à ta question. Ok. En fait, parce que tout est lié. Là, je suis dans une situation un peu compliquée où j'ai un cancer qui a métastasé malheureusement et ils m'ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas me guérir. Donc, ça a été très compliqué pour moi cette période où on m'a fait cette annonce et, euh, et j'ai réalisé que ce qui m'a permis de, ce qui m'a en partie permis de garder la tête haute au bout d'un moment, ben, ça a été ce que j'appelle les piliers, c'est-à-dire la famille, les amis, le boulot et les loisirs. Et bien entendu, le poker fait partie des loisirs. Et mine de rien, quand je vais à la sauce et que je suis dedans, je pense jamais que je vais mourir. Je pense que aux émotions, à réfléchir, les paramètres, etc. Tout ce qui est lié au poker, je suis à fond dedans et je pense plus du tout à mes problèmes. Et ça, c'est un bonheur intense de se dire, ouais, je suis pas en train de mourir là. Non, je suis en train de jouer au poker. Et ça, mine de rien, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. On te l'a appris quand ça? On me l'a appris, c'était en. Attends, que je dis pas de bêtises, bah, ouais, c'était l'année dernière. L'année dernière, quand je dis l'année dernière, c'était il y a 1 an et 2 mois. C'était en novembre. Novembre 2024. Et je suis Novembre. toujours là. Ouais, ça déjà, c'est bon, c'est Donc, déjà. ils m'ont annoncé que ils m'ont annoncé que les gens qui avaient ma maladie et qui avaient ce type de cancer avec le protocole de chimiothérapie, etc., max, ils avaient fait 3 ans. Donc là, ouais, je dois être à 1 an et demi. Ouais, bientôt 1 an et demi. Bon, ben, enfin, voilà, je garde l'envie de vivre. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, surtout les débuts, hein. Les Ça débuts ont me- été très très compliqués parce qu'au Mhm. début, et ce qui m'a aidé à relever la tête, c'était que j'ai compris en fait que j'étais plus en train de m'inquiéter pour ma femme et mon beau-fils que pour moi-même en fait. J'avais plus peur de laisser ma femme et mon beau-fils seuls que de mourir. Et il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que ça. Il y a quelqu'un de ma famille éloignée qui a réussi à sécuriser cette situation. Et je sais que maintenant, ma femme et mon beau-fils, ils sont sécurisés. Et ça m'a permis de plus penser à moi et de relever un peu la tête. Et puis de réfléchir à comment vivre entre guillemets, ce qui me reste comme temps. Et dans ma réflexion, je me suis dit, j'avais un exemple devant moi d'une autre personne qui m'avait dit qui est décédée là, il n'y a pas très longtemps. Et quand je l'ai vu à quel point il déprimait, alors il y avait de quoi, hein, bien sûr, hein, mais je me suis dit, je ne vais pas perdre ces instants à faire comme lui et à déprimer, je vais gâcher ce qui me reste de vie, quoi. Donc je vais m'accrocher, même si c'est dur physiquement et mentalement, ben j'ai pas envie de gâcher les moments que j'ai qui sont précieux devant moi. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et faire tout ce que je veux de ma vie qui me reste. J'ai envie d'être heureux dans ce qui me reste de vie. Ça veut dire quoi être heureux? Ben, j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est pas dépenser n'importe comment mon argent et faire ce que je veux.
non, c'est finalement être heureux, c'est quoi? Ben, c'est faire ce que je faisais avant. Parce que j'étais heureux avant qu'on m'annonce que je m'en sortirais pas. Donc pourquoi pas continuer à essayer de faire comme avant? Donc j'essaie de faire comme avant, maintenant, malgré ce qu'on m'a dit. Alors forcément, ben, je me force un peu. C'est un peu comme la formation que j'ai pris avec toi, Michael. Au moment où je l'ai pris, bah, je peux dire que j'ai gambergé, j'ai gambergé, j'ai gambergé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'achète la formation de Michael ou pas? Ça sert à quoi que je l'achète? De toute façon, je vais mourir là. Ça sert à quoi que je l'achète? Et pareil, je me suis poussé le cul. Je me dis, putain, mais putain, ferme ta gueule et avance. Allez, t'as envie de quoi? Qu'est-ce que t'as envie? T'as envie de te faire plaisir? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Dans le sérieux, mais fais-toi plaisir. Voilà, ça a l'air super intéressant ta formation, Michael. Allez, paf, je me lance. Et c'est pareil, les gens, ils commençaient à me faire des cadeaux, et cetera, notamment ma femme. Et je lui disais, mais arrête, pourquoi tu m'achètes, ça sert à quoi que tu m'achètes un cadeau là? Pourquoi tu m'achètes des vêtements? Ça sert à quoi? Et au bout d'un moment, j'ai fini par fermer ma gueule. Et vas-y, bah, c'est très bien. Bah, habille-moi, fais-moi des cadeaux, c'est bien. Et j'ai essayé de me projeter. Pareil, acheter des vacances. Pareil, j'ai eu du mal. Réserver des vacances alors que tu as la chimiothérapie, tu as la thérapie ciblée, tu as plein de rendez-vous à l'hôpital. Je suis à plus de 60 rendez-vous dans l'année chez les spécialistes. Donc, acheter, acheter des vacances, réserver des vacances, des billets d'avion, etc., bah, j'espère que ça va passer, que j'aurai pas une chimio, que j'aurai pas un problème de santé, etc. Et donc, c'est pas facile de se pousser et de se dire, allez, je le fais. Et donc, c'est du forcing. Je me force à tenter des choses. Et pour conclure un petit peu cet aparté, je vais reprendre un petit peu ce qu'un copain à moi, bah, qui fait du coaching, qui fait comme toi du coaching de vie. Pour les gens qui sont un peu comme moi, qui ont des gros problèmes de santé, comme il le dit, je le paraphrase là, hein, l'idée, c'est pas de se battre contre la maladie. L'idée, c'est d'arriver à vivre avec, apprendre à vivre avec. Et, euh, et ce qu'il dit, je pense que c'est super important. Il m'a déjà fait la remarque que lui, tous les gens qu'il avait vus qui avaient ma maladie, aux USA et dans d'autres pays, à chaque fois qu'il leur posait la question, est-ce que vous avez des projets, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Tous ceux qui parlaient que de leur maladie et qui n'avaient pas de projet, il a été cash, il m'a dit, ils sont tous morts. Tous. C'est Donc ça. voilà, le poker, bah, mine de rien, ça m'aide à penser à autre chose. Je comprends bien, ouais. Donc, c'est un peu bouleversant ce que tu nous racontes là, honnêtement. Bon, moi, j'avais compris il y a quelques années, effectivement, que tu étais malade. Donc, quand on s'est rencontrés, j'ai cette tendance à, justement, enfin, moi, à essayer de faire sentir, en fait, aux gens, tu vois, en fait, moi, c'est important. Je t'ai pas épargné, Thomas. Au poker, j'aime bien, en fait, te chambrer un peu, etc. J'aime bien, Ouais, en fait, euh, enfin, c'est important pour moi, déjà, de te faire rigoler, enfin, de te pousser, même si, en fait, tu vois, bon, je sais qu'il y avait une personne qui m'a fait la remarque, en fait, à l'Open Poker Tour, qui disait, ouais, tu vas un peu fort avec lui, il est malade et tout. Je dis, bah, justement, tu vois, s'il est malade, en fait, pourquoi tu veux, en fait, te comporter différemment, tu vois, quelqu'un qui est malade, tu veux lui faire ressentir, en fait, qu'il est différent, tu vois. Moi, j'ai jamais eu, en fait, cette ligne-là avec toi, tu vois. Au contraire, j'ai tout de suite perçu que tu étais en fait quelqu'un qui était très fort mentalement. Et tu te rappelles quand c'était retrouvé en table finale à l'Open oui, oui, Poker? bah ça, à vie, hein, je m'en rappellerai, à vie. Salopard. Alors, pour expliquer quand même en fait aux personnes qui nous suivent, si on était en table finale, et alors je sais plus si c'était toi qui as mis enfin je pense que c'est moi qui ai mis tapis, ou c'est moi qui ai mis tapis, tu m'as payé, c'est ça? Ouais, Enfin peu importe. alors, je peux me tromper, hein, mais moi j'étais déjà à 10 blindes, un truc comme ça, et je pense que c'est moi qui ai fait tapis, mais
Ah, c'est possible. On remarque que ça a plus de sens en fait que ce soit toi qui mettais tapis parce qu'effectivement, maintenant que tu me dis ça, je me rappelle que je t'épargnais sur la table parce que tu étais short stack et que je voulais faire la différence avec les stacks moyens. Ouais, c'est ça, j'étais short stack. Donc ça a du sens. Et puis il y avait quelqu'un qui avait payé et j'avais en fait squeeze avec paire de 7. Et donc on s'était retrouvé en tête à tête. Et donc toi, tu avais paire de 10. Et bah, tout de suite, je t'ai annoncé que bah, j'étais désolé parce que j'allais toucher mon 7 directement au flop. Et la première carte, c'était un 7. Et là, bah, là, tu as fait le mec dégoûté, en fait, parce que j'ai touché mon 7 alors que tu m'as dit que j'étais un chatard, alors que bah, je t'ai dit, bah, non, si c'est annoncé, c'est pas de la chatte, quoi. À un moment donné, il faut. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça t'a marqué du coup. Ah, ça m'a marqué. Attends, moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, Michael. J'ai pas beaucoup de mémoire. Mais alors, cette main, je m'en suis souvenu, hein. Et on en a parlé pendant plusieurs fois, en fait. Tu m'en as parlé après pendant le séjour, ça t'avait marqué, effectivement. Puis je te disais, puis je restais toujours un peu sur mon second degré où je te disais toujours, bah oui, non, mais à un moment donné, déjà, je suis sympa, je te préviens, tu vois, pour pas que tu aies un choc psychologique, etc. Et ouais, enfin bon. Mais effectivement, voilà. Au niveau du poker, en tout cas, tu vois, c'est toute l'histoire que tu nous racontes là. Moi, j'ai tout de suite vu la force en toi. Je me rappelle également du trajet qu'on a fait ensemble, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, c'est toi qui m'avais emmené de Paris, justement, en Ardèche. On avait passé, en fait, on avait fait du covoiturage ensemble. Et je me rappelle aussi de cette anecdote, tu vois, où je t'expliquais, en fait, on parlait un petit peu de tout, on parlait un petit peu de mental et tout ça, parce que justement, effectivement, tu m'avais parlé déjà d'un petit peu de tes problèmes à l'époque. Et je me rappelle que je t'avais dit bah, que par exemple, moi je voyageais beaucoup et que tu vois, j'avais changé un petit peu de perception au niveau du temps que je passais dans les aéroports, notamment au niveau des escales. Que je te disais, mais il y a des fois, je passe 8 heures en fait d'escale, tu vois, ça, là ça peut m'arriver, mais ça me dérange pas parce que du moment que je paye vraiment moins cher et que je gagne au moins 20 dollars de l'heure, tu vois, à faire une escale, eh ben, je me dis bah, que quand je suis à l'aéroport, bah, je peux travailler sur plein de trucs et au final, je suis payé pour travailler, quoi. Donc, tu vois, je gagne du temps aussi sur mon travail, je le fais pas quand je suis chez moi, je peux gagner un peu de temps et du coup, bah, ça me permet d'avoir une autre vision un petit peu de l'escale où bah, je me dis, je perds un peu moins de temps. Et, euh, et toi, du coup, alors, effectivement, déjà à l'époque, tu avais une autre perception parce que je pense que la notion la plus importante pour toi aujourd'hui, c'est le temps. Mais tu t'étais déjà vu un petit peu, tu t'étais déjà un peu projeté, tu dis, ouais, mais au-delà de ça, en fait, tu vois, même si j'avais plus de temps, je ne pourrais pas faire ça, j'aurais pas le mental pour faire ça. Et là, tu te rappelles de ça? Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, je te disais, mais t'es un dingue, t'as un mental, en fait, je suis persuadé hein, aujourd'hui vraiment hein, que t'as un mental qui est bien plus costaud que le mien, honnêtement, pour là, ta vision des choses, et tu vois, et à un moment donné, t'as beau étudier le mental dans la théorie, etc., tant que tu n'es pas confronté, c'est compliqué. Par exemple, toi, tu donnais en fait l'exemple que tu étais suivi par quelqu'un là, qui te suivait au niveau qui te met un petit peu, comment dire, qui t'explique qu'il faut vivre avec la maladie. Moi, je me verrais pas coacher en fait des gens malades, par exemple, tout simplement parce que j'ai jamais été à leur place et que tu vois, je me suis aperçu que souvent dans le coaching, quand on n'est pas à la place des gens, c'est très difficile de se rendre compte à quel point ça peut être dur, à quel point tu vois, tu peux toujours imaginer. Mais ce que tu me racontes là, en tout cas, tu vois, enfin, j'imagine pas, tu vois, ce que tu peux ressentir et la force mentale qu'il faut avoir derrière, quoi. Honnêtement, tu vois, et c'est pour ça que je parle aussi, tu vois, de préparation mentale souvent. C'est que les gens ne se préparent pas suffisamment mentalement de manière générale. Et on attend toujours d'avoir un petit peu des gros problèmes pour commencer un petit peu à avancer, pour travailler sur le mental. Et je pense que des choses comme ça, tu vois, quand tu as un mental déjà qui est assez forgé, je pense que tu pourras le gérer un peu plus vite que le temps que ça doit mettre si tu n'as jamais travaillé sur le mental. Toi, en fait, j'imagine que tu vois, là, tu nous dis, ça fait quand même des années que tu es là-dedans. Tu as 7 ans maintenant, ça a été à 23 ans, c'est ça, que tu as commencé à avoir les premiers symptômes. Donc au final, tu vois, avec les années, je pense que tu as pu te préparer au fur et à mesure, etc. Tu vois, tu sais, en fait, c'est pour ça que je te parlais d'incertitude au final, tu vois, au départ. Maintenant, bah, cette incertitude, elle est plus sur la date fatidique, où là, ça doit être encore, t'es passé à un autre degré de gravité, à un autre degré, en fait, de lâcher prise, justement. Tu vois, je pense qu'au niveau du lâcher prise, t'as- comment tu fais, justement, mentalement, quelle technique tu utilises, tu vois, pour être aussi détaché justement par rapport à tout ça. Détaché, je pense que je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment, c'était que au départ, financièrement, j'imaginais que ça serait compliqué pour mon épouse derrière.
Et, j'ai eu une aide financière euh, d'une famille, enfin, d'un oncle, on va dire ça comme ça, d'un oncle. Et ce qui m'a permis de racheter le prêt que j'avais pour la maison. Donc la maison maintenant, elle est à moi. Et derrière, je suis allé voir un notaire et j'ai fait un don du vivant pour léguer toute ma maison à mon épouse si jamais je décédais. Alors que comme la maison, je l'ai achetée avant le mariage, normalement, la maison aurait dû être splittée, divisée avec les membres de ma famille, ma mère, mes sœurs, etc. Donc là, le fait que j'ai fait cette action, ça a enlevé la culpabilité que j'avais au fond de moi. La culpabilité d'avoir une femme et un beau-fils que je laissais dans la merde. Et le fait de ne plus me sentir coupable, déjà, rien que ça, pour moi, c'était déjà un lâcher-prise, comme tu le dis. C'est fort ce que tu nous dis comme mot là, tu vois, de la culpabilité. Parce que c'est pas quelque chose que tu as décidé au final. Ah, alors, cette culpabilité, elle était liée au fait que mon épouse, elle est russe, donc elle vient pas d'ici. Donc, on a construit cette relation. Elle est venue vivre en France avec mon beau-fils. On a créé une famille ensemble. Et, et au moment où j'ai reçu cette mauvaise nouvelle comme quoi je m'en sortirais pas, je me suis senti coupable parce que je savais que j'allais les laisser dans la merde derrière. Et c'était pas ce que j'avais à la base programmé, quoi. C'était pas de les laisser dans la merde. Parce que derrière, ils auraient une dette, machin, ça allait être compliqué sans moi. Ça, je le savais. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui m'a aidé, ça m'a permis de respirer et je reprends mes mots, hein, d'arrêter de culpabiliser. Ok. Au niveau de la maladie, est-ce qu'il y a une force qui s'est développée justement avec la maladie en même temps, en parallèle? Ouais, je rebondis un peu sur ce que j'ai dit précédemment. À chaque fois que j'ai eu des merdes, à chaque fois, à force que ça se cumule, bah, j'ai réussi à avoir ce réflexe de réfléchir, de prendre mon temps à réfléchir et de me dire qu'est-ce que ça m'apporte. Au départ, on ne le voit pas, hein. On ne le voit pas si on ne cherche pas. Et si on prend le temps de chercher, de se poser des questions et vraiment c'est un puzzle, hein. Eh ben, quand tu remets les pièces d'aplomb bien au bon endroit, tu finis par comprendre. Bah, ça m'a beau apporter plein de merde, ça m'apporte quand même des choses précieuses qui sont positives. C'est c'est intéressant ce que tu dis justement, tu vois, sur le mécanisme de on ne voit pas si on ne cherche pas. C'est puissant parce qu'effectivement, c'est, je crois, 300% à ça. Quand on ne cherche pas effectivement le positif, on n'a aucune chance de le trouver. Et donc, effectivement, ça demande de faire ce qu'on appelle un geste mental. C'est comme tu dis toi, de l'introspection, de se poser des questions, aller retourner cette pièce un petit peu d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu as développé avec les années. Alors, tu fais bien de le dire, hein, j'ai pas juste cliqué des doigts et hop, je l'ai fait, non. Non, comme tu le dis, hein, je reprends tes mots, c'est à force d'être confronté à que j'ai réussi à le faire. Mhm. Ouais, ça a du sens, ouais. Et du coup, au niveau de ton ressenti, en tout cas, au niveau de tes pensées, parce que tu vois, on parle un petit peu de. Le mental, c'est un peu ça aussi. C'est souvent on a des pensées parasites qui viennent et au poker, on a besoin de changer un petit peu ces pensées parasites, pour les reculer. Tu nous disais tout à l'heure qu'au niveau du poker, quand tu joues au poker, en tout cas, ça te permettait de t'évader. C'est-à-dire que tu n'as pas de pensées parasites quand tu joues au poker, par exemple? Alors, quand tu dis pensée parasite, tu parles de moi avec mes problèmes de santé? Ouais. Ou Ah autre, ouais, hein. Enfin, j'en ai zéro. Enfin, j'entre dans la salle, si j'ai pas une question d'un copain, non. Alors direct, on rentre dans le jeu et il n'y a plus de maladie, hein. C'est comme quand je travaille et que je donne des cours aux gamins, collégiens, lycéens. Quand je rentre dans la sphère où je commence à étudier avec lui les problèmes de mathématiques, c'est pareil, mon cerveau, il est focus. Il n'y a plus aucune pensée parasite qui vient m'envahir.
Mhm. Et du coup, tu vois, par rapport aux pensées parasites aussi, on a ce qu'on appelle la rumination. Tu vois, la rumination, c'est un petit peu l'exemple là, que je donnais tout à l'heure avec la paire de 7 contre la paire de 10, où effectivement, tu vois, pendant quelques jours, je me rappelle où tu étais un peu en boucle là-dessus quand tu me voyais, tu me parlais. Ah oui, ça. Et ça m'intéresse en fait, tu vois, parce que ça m'intéresse tout simplement dans le sens où ce qui t'est arrivé, enfin, tu vois, c'est quoi que tu as ressenti sur le coup en fait? Pourquoi, d'après toi, ça t'a autant marqué? C'est quoi les éléments qui ont fait que ce coup-là t'a autant marqué? Alors, tu parles de la table de poker. Ouais, la paire de 7 contre la paire de 10 en fait. Pourquoi tu étais en boucle là-dessus? Parce que tu vois, instinctivement, par rapport à ton passif, tu vois, il y a quand même une forme, enfin, j'imagine en tout cas, si je me mets à ta place, tu vois, que j'essaie de faire preuve d'empathie, mais je peux me tromper, hein, j'en sais rien, je fais juste une supposition. Si moi ça m'arrivait, par exemple, tu vois, que je sais que j'avais une maladie de naissance et tout, je pourrais sentir en fait une sorte de sentiment d'injustice. Tu vois, quelque part où ça m'arrive à moi, machin, pourquoi, etc. Tu vois, j'imagine qu'on doit passer par ces phases-là. Et le poker, c'est souvent ça, justement, tu vois, dans les bad beats, c'est un petit peu un sentiment d'injustice. Et du coup, tu vois, je me disais, de manière un peu brute comme ça, les, au final, les bad beats te marquent quand même, malgré en fait ce qui Oui, t'arrive dans ta oui, vie. oui, oui, oui. Oui, ouais, oui, ça paraît paradoxal, mais oui, carrément. Je te donne un exemple, tu me permets de donner un exemple précis qui s'est passé avant-hier. Bien sûr, je t'en prie. Bah, je suis super content, je suis allé en TF. Et donc, première main qui joue en table finale à 10. Il y a un mec avant moi qui fait un raise, 2x. Moi, chez All-in, j'étais short stack. J'avais As-Dame. Il retourne As-Valet. Bon, tu sais mieux que moi les probas dans ces cas-là que j'ai de gagner. 70-30. C'est tout? Ouais. Ouais, il a quand même 30%, hein, et quasiment une fois sur trois, il va quand même te la mettre. Ah, bah, il me l'a mis à l'arrivée avec le son Valet. Mm. Et je pensais que c'était quand même. Non, non. C'est Ah, 70. c'est quand même 70-30. Ouais, ouais. D'accord. Mais là, tu vois, j'étais énervé. J'étais énervé. Par contre, je fais attention quand je m'énerve. Bah, et que je dois partir comme tout le monde quand tu bustes, hein, bah, je prends bien le temps de gentiment dire au revoir aux gens et ça me calme. Mhm. Et Alors, j'ai un point d'honneur à chaque fois que je buste, ça m'énerve et je mets un point d'honneur et je me force à être gentil et agréable avec les gens quand je pars. Pourquoi? Peut-être parce que quand je vois ce qui se passe autour de moi, des fois, j'aime pas forcément la réaction des gens que je vois, et je me force à être quelqu'un d'agréable. en tout cas, moi, je pense que tu y arrives, hein. J'ai jamais entendu personne en fait dire quoi que ce soit de toi mauvais. En tout cas, tu vois, on a on a connu un peu des personnes en commun. Moi, j'ai toujours entendu du bien de toi, hein. Tous les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, me disent du bien de toi. Merci. Ah non, c'est pas pour, c'est vraiment, hein, t'as C'est une pas que super pour la vidéo, réputation, en hein. tout cas, hein? C'est pas que pour la vidéo. Ah non, c'est pas que, bah, moi, tu sais bien qu'il n'y a rien pour la vidéo. Je m'en le sais. Là, c'est un partage justement, tu vois, pour les personnes. Et c'est intéressant ce que tu nous dis parce que tu vois, c'est là où tu me dis que c'est paradoxal, effectivement, par rapport à l'envergure de ce qui t'arrive, et au final de voir quand même que malgré tout, le cerveau, ben, il continue à être parasité quand même par ben, les micro-injustices en fait qui nous arrivent au poker, alors que ben, on pourrait penser que pour toi, ça pourrait être dérisoire, quoi, tu vois, Ah non? d'un avis extérieur. Et absolument pas. Et c'est justement là où c'est intéressant, tu vois, c'est ce message-là aussi où tellement, c'est ce que je dis justement moi à mes élèves, hein, au niveau enfin, du cerveau, c'est que le cerveau, il est câblé justement, tu vois, pour être un petit peu distant entre ce qu'on attend à vivre, ce qu'on s'attend à vivre, tu vois, surtout quand tu es favori, tu as une bonne main, là par exemple, tu vois, tu as la paire de 10 la paire de 7 bah, tu t'attends à gagner le coup. Et Bah donc oui. l'écart qu'il y a entre ce que tu t'attendais à vivre et ce que tu vis, eh ben, ça pose problème. Tu vois, c'est cet écart-là qui crée en fait la tension cognitive, la tension psychologique où tu sens le mal-être. Et surtout que souvent, bah, il y a aussi cet élément qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire que souvent, quand tu t'attends à gagner, tu fais déjà une projection inconsciente que les jetons vont venir, en fait, tu vas passer à 20 bébés, etc. Par exemple, tu vois, si tu es à 10 bébés, tu te relances dans le tournoi. Et donc, à partir de là, ben, tu vois, c'est non seulement tu perds les jetons psychologiquement que tu devais en fait remporter,
tu vois, de mon tapis, mais en plus tu sors de tournoi, donc tu perds aussi en plus les tiens. Donc c'est une double peine quelque part, et le cerveau, bah, forcément, tu vois, il coupe un petit peu les circuits du bien-être, et c'est ce qui pose souvent problème, justement. Donc, et tu vois, ça c'est intéressant que toi tu me le confirmes, justement, tu vois, malgré un petit peu où on pourrait penser que tu as une résilience qui est, enfin, pas qu'on pourrait penser, tu as une résilience hors du commun. Tu parles de 35 cancers, de machin. Enfin, j'ai envie de te dire, tu es la seule personne que je connaisse avec ce taux-là, quoi. J'ai jamais entendu parler d'histoire aussi intense au niveau des cancers, quoi. 35 cancers, t'imagines? La Alors, ça résilience. reste des cancers de la peau et des muqueuses, donc si tu veux, c'est moins grave qu'un cancer interne à l'intérieur du corps, tu vois. Oui, enfin, c'est quand même un cancer, hein. Après, tu vois, enfin, j'imagine, tu vois, c'est pareil. À un moment donné, tu as un cancer, enfin, tu fais vite un petit peu les transpositions, les projections qui. Ouais, parce qu'en fait, faut te dépêcher, parce que comme malheureusement, enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis pas assez dépêché pour le faire enlever, et puis boum, ça a métastasé partout. Donc, à chaque fois que tu as un cancer, même si c'est juste sur la peau ou les muqueuses, bah, faut se dépêcher de l'enlever, quoi. Hmm. Donc, tu as quand même un stress. Ouais. Et c'est souvent ça, malheureusement, en fait, aussi, quand tu commences en fait justement à prendre un peu trop de temps, enfin tu vois, là, tu nous parlais tout à l'heure, je fais une parenthèse par rapport à ça justement, sur le fait de prendre le temps. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur les gens qui attendent justement avant d'évoluer, avant de faire vraiment les choses qu'ils ont envie de faire, avant de se lancer vraiment dans l'action, que tous les signaux soient ouverts? Parce que c'est souvent ça qu'on a besoin en tant qu'humain, tu vois, d'attendre un peu que tous les feux soient ouverts pour se lancer dans vraiment faire quelque chose qu'ils ont vraiment envie. Quel message tu voudrais leur dire à ces personnes-là? Alors, mon message perso, parce que moi, finalement, c'est un peu ce qui m'a aidé, c'est que de temps en temps, bah, je me suis forcé à faire des choses, euh, je ne vais pas dire des choses hors du commun, mais où tout n'était pas forcément ouvert pour que je les fasse, et je me suis forcé à les faire, et je regrette pas au final, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant des erreurs, mais en passant à l'action, quoi. Faut arrêter de dire, tiens, un jour je ferai ça, machin. Fais-le, on en discute après. Et ça, je pense que moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, même dans ma relation avec mon épouse, hein. Je me suis bougé le cul, machin, etc. Et alors que forcément, tout n'était pas forcément ouvert. Et aujourd'hui, j'ai une super relation avec mon épouse. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de prendre certaines actions qui pourraient sembler complètement irréfléchies aux yeux d'autres personnes. Donc oui, il y a des fois, même si, enfin moi je pense que des fois, même si tout n'est pas vert, bah, il y a que en essayant, en passant à l'action, qu'on peut réaliser certaines choses. Mhm. C'est sûr. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est l'action, c'est vraiment ça qui fait la différence, clairement. Et qu'est-ce que tu dirais justement par rapport un petit peu aux joueurs que tu étais il y a 2 ans, au niveau des capacités mentales? Quel conseil tu lui donnerais en fait à ce joueur-là? Ah ben, pour moi, c'est clair, enfin, tout a changé, ne serait-ce que par rapport à mon classement et à la façon de réfléchir, parce qu'avant, je me posais pas de questions, en fait. Quand je me posais pas de questions, aucune. Je prenais, enfin, comme j'ai pas eu de formation, je prenais pas en compte tous les paramètres de jeu. Même à mon niveau à l'heure actuelle, je sais qu'il me manque plein de choses encore. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a tout changé. Comme je te l'ai dit, le classement, c'est pas du tout la même qu'avant. Et, euh, et je réalise que je suis super fier de moi, de m'être lancé et de m'être formé. Même si je sais très bien que mon niveau il est pas super méga top, mais il est mieux qu'avant. Donc je suis super fier de moi. Tu prends plus de plaisir à jouer? Alors, si je te dis que je prends autant de plaisir qu'avant, est-ce que ça serait juste? Non, je suis pas sûr que ce serait juste que je te dise ça. Non, je pense que je prends peut-être plus de plaisir qu'avant parce que j'ai l'impression d'avoir comme j'ai plus d'outils dans les mains, et ben j'ai plus d'outils pour jouer, et donc je prends plus de plaisir peut-être. Donc là, tu nous dis que tu prends plus de plaisir maintenant qu'avant. Ouais. Ok, ouais, donc c'était ma question justement pour voir en fait, parce que ça peut être les deux cas de figure, hein. Tu vois, il y a un moment donné, il y a des joueurs,
tu vois, en tout cas par moi, en tout cas mon expérience en tant que coach, et puis voir un petit peu ce qu'on me dit en individuel avec les années, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a ce côté-là, et moi je suis persuadé qu'effectivement, quand tu sais ce que tu fais un peu plus à la table et que tu emmènes les joueurs un peu où tu veux, tu prends plus de plaisir. Mais il y a d'autres personnes où eux, en fait, on fait vraiment un poker un peu plus porté vraiment sur l'action, sur un petit peu faire des gros bluffs, etc., qui, dès lors que tu commences à instaurer des paramètres un peu plus techniques et des choses justement qu'il va falloir gommer où on fait mal, etc., bah, ils prennent un peu moins de plaisir parce que bah, du coup, ils savent qu'il faut pas faire ça et du coup, bah, tu vois, ils se limitent un peu et du coup, la notion de plaisir disparaît un peu, enfin pas disparaît, mais elle est pas vraiment pareille. Et c'est un côté un peu plus carré, quoi. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je te posais cette question, ouais, par rapport à toi, ce que tu ressentais. Est-ce que tu te sens pas un peu plus justement à devoir prendre des décisions un peu plus carrées, un peu plus réfléchies, quoi, comme tu dis? Alors, non, non, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, je pense que par rapport au format que j'ai suivi euh, ce que tu nous as proposé, par exemple, toi, dans tes formations, quand j'essaie de l'appliquer au sein de mon association de poker et au sein des tables de poker qu'on a, nous, on joue plutôt en 8 max. Et tu as tellement, tellement de types de profils différents que, in fine, des fois, j'ai conscience que je casse un peu les règles de la formation en fonction de mon positionnement, rentrer avec des mains que je ne devrais pas rentrer. Mais je me dis, j'ai tellement de joueurs folkloriques en face de moi qu'à un moment donné, il faut quand même jouer, quoi. Mais donc, je casse pas, bien sûr, je casse pas toutes les règles de la formation, mais il y a des choix, chez des petits écarts. Parce que justement, j'ai envie de jouer. Mhm. Mais ça reste très, très, très light. Oui, bah, après, encore une fois de plus, c'est ce que moi je te disais, hein, c'est le poker. La première chose, c'est de savoir pourquoi on joue au poker. On n'est pas obligé non plus de jouer au poker que pour le côté faire tout parfaitement, gagner absolument au poker. On ne sera pas tous des champions de poker. Euh, et le but, c'est avant tout de prendre du plaisir, je pense. Surtout à ton niveau à toi, en fait, c'est ce Ah que oui, tu recherches en premier, quoi. tout à fait. Je pense que c'est aussi de la reconnaissance. Tu vois, le fait d'arriver TF, pour moi, c'est de la reconnaissance. Si je fais un bon score en fin d'année, je suis dans le classement top 10, pour moi, c'est, voilà, c'est le, peut-être, in fine, c'est peut-être un peu le regard des autres, tu vois. Et aussi pour moi-même, vous montrer que je suis capable de. De faire les trucs, ouais. Et du coup, tu vois, parce que le poker, c'est quand même un jeu solitaire. Là, tu parles justement du regard des autres. Au niveau de ta maladie, au niveau de ton club, etc., est-ce que tu sens en fait que tu te sens soutenu au niveau de la communauté? Est-ce que la communauté t'apporte quelque chose au niveau du poker ou pas du tout? Est-ce que Alors, déjà... les personnages qui sont, c'est plein, 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 c'est varié. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des gens avec qui j'ai de l'affinité, d'autres que je n'ai pas d'affinité. Mais les gens avec lesquels j'en ai, ben, on communique, mais on fait pas le focus sur ma maladie. Bien entendu, il y a des échanges sur ma maladie, mais c'est pas non-stop, c'est pas quelque chose de récurrent si tu veux. Ils savent, ils sont au courant. De temps en temps, j'ai des questions. Moi, je leur fournis les réponses. De temps en temps, c'est moi qui vais vers eux et qui leur dis, bah voilà, là, j'en suis là. C'est moi, des fois, qui aborde tout seul le sujet auprès de ces personnes avec qui je suis en contact et avec qui j'apprécie. Donc, si tu veux, ça va un peu dans les deux sens, mais c'est pas du non-stop. Mhm. C'est ponctuel. Ok. J'aurais une dernière question, Thomas, pour voir un petit peu de ce que tu es en train de me dire. Au final, tu vois, tu me parlais un petit peu que ça n'a pas été simple, justement, de retravailler sur ton mental quelque part. Donc, ça a été quelque chose qui s'est fait petit à petit à force d'être confronté aux choses où tu as commencé justement à voir le côté positif, à avoir la capacité à aller le chercher, etc. C'est ce qu'on appelle souvent en termes, tu vois, au niveau des neurosciences, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Quelque part, un petit peu le cerveau qui se reforme, en fait, tu vois, qui crée des nouvelles connexions neuronales. Et c'est un peu ce que tu nous expliquais. Est-ce que tu penses justement que tu as créé, grâce à la maladie, des nouvelles formes connexions, enfin des nouvelles connexions neuronales? Quand je dis grâce à, tu vois, c'est un peu hardcore ce que je suis en train de dire, en fait, grâce à la maladie, tu vois. Mais c'est un peu, tu
tu vois, dans ce que tu me disais tout à l'heure, c'est un peu l'impression que j'ai en fait. Tu vois, ce que tu me disais, tu es devenu une meilleure personne, etc. Est-ce que tu penses justement que ça, c'est des choses que tu as développées, que tu n'aurais peut-être pas développées si tu étais dans la zone de confort, que tu aurais une vie un peu normale, j'ai envie de dire. Ah, alors, il y en a une qui me saute aux yeux. Il y en a peut-être d'autres, hein, potentiellement, mais il y en a une qui, pour moi, qui est d'une évidence, qui me saute aux yeux. C'est quand tu es face à un danger, enfin, quand je suis face à un danger, danger, danger sur la route, une voiture qui a failli m'écraser, danger où ouais, on me fait une biopsie du cerveau, je me réveille, machin. J'ai fait un choc anaphylactique, je me suis retrouvé par terre, je pouvais plus respirer, etc. Tous ces dangers je vais pas dire mort imminente, mais presque, et ben fait que maintenant, quand je suis en danger, un vrai danger, ben, bizarrement, mon corps, ben, je suis pas affolé, je suis calme et je réagis comme il faut. Alors que normalement, euh, je pense que les gens, ils devraient être complètement affolé en fait, avec le cœur qui bat à fond, etc. Et moi, bizarrement, je me retrouve dans un état, pas comme si j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas le cas, mais je me retrouve dans un état de conscience réel où je suis capable de faire ce qu'il faut. Un jour, j'ai eu un accident avec deux gamins qui se sont retrouvés par terre devant moi en train de crier, en train de bref. Et j'ai eu le réflexe de faire ce qu'il fallait sans que mon cœur batte à fond, sans que mes idées s'affolent. Et ça, je savais pas que j'en étais capable en fait. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis retrouvé à faire des choses que je pensais pas être capable de faire. Je pensais que j'allais perdre la tête et en fait, pas du tout. Et ça, c'est assez très étonnant de ma part. Alors, c'est intéressant ce que tu nous expliques là, mais alors, c'est étonnant sans l'être non plus, c'est en fait, enfin sans l'être. C'est étonnant dans le sens où effectivement, là, c'est pas naturel, mais c'est des choses juste que toi, tu as développées au niveau de ton système nerveux. C'est-à-dire que ton système nerveux, aujourd'hui, tu vois, c'est par le biais de ce qu'on appelle l'exposition. Tu étais exposé donc à des situations à chaque fois où tu avais l'impression de mourir. Donc, ton cerveau, en fait, a commencé à s'habituer à ça. Si dès lors, en fait, tu vois, tu arrives à gérer un petit peu ton niveau émotionnel, tu as deux choses, en fait, qui vont se passer à ce moment-là. Soit, en fait, effectivement, tu as ce qu'on appelle une habituation ou une sensibilisation. Tu vois, soit tu vas te sensibiliser en fait au problème, par exemple les bad beats, tu vois, à force de prendre des bad beats, si jamais en fait on se laisse un peu aller à la colère, etc., au final ton niveau émotionnel va faire que ça va générer une impulsion supplémentaire sur ton amygdale, ça va créer en fait, tu vois, une mémoire émotionnelle qui va être plus intense, et donc là tu vas être sur ce qu'on appelle une sensibilisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les bad beats, au fur et à mesure, ben, plus tu vas avoir des bad beats, plus ça va être en fait justement un petit peu euh, il te faudra juste un bad beat pour commencer à péter un câble, alors qu'avant, il t'en fallait deux ou trois. Tu vois, parce que justement, tu t'es sensibilisé à ça. Et l'effet inverse, c'est quand justement tu arrives à réguler les émotions, c'est-à-dire que le niveau émotionnel n'est pas trop fort. À ce moment-là, on est dans une phase d'habituation. Et donc, toi, tout simplement, tu as habitué ton système nerveux à mieux gérer ces éléments-là. Et donc, avec les éléments qui t'ont arrivé dans la vie, bah, tu t'es habitué à ça. Et donc, aujourd'hui, bah, ton système nerveux, il ne panique plus à ce moment-là. Tu vois, c'est un peu au niveau du poker. C'est justement là où je parle justement dans mes formations que ce n'est pas forcément toujours qu'une compréhension qu'il faut avoir. C'est une question, c'est pas quelque chose que tu décides. C'est quelque chose que tu travailles. C'est quelque chose qui se fait en automatique à force de s'habituer, comme tu dis, de passer à l'action, d'être un petit peu dans ces mécanismes-là. Comme quand tu dois courir un marathon, bah, tu as beau comprendre bah, qu'il faut courir souvent, si tu le fais pas, bah, tu vas pas réussir à le faire, ton marathon. À un moment donné, tu vas courir 3 kilomètres et puis tu vas être essoufflé. Et toi, bah, c'est un peu ce que tu as fait, en fait, tu vois, pour un peu t'expliquer le mécanisme. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu vois, c'est justement quand je te parlais de neuroplasticité et tout ça, tu vois, tu réponds vraiment à la question, justement, et l'exemple que tu donnes est très bon. Et tu as un autre exemple par rapport à ça? Ouais, peut-être en termes de changement. Avant d'être confronté à tous ces problèmes de santé qui sont arrivés, comme tu l'as compris, concrètement, vraiment, vraiment, c'était plus à partir de la leucémie vers la trentaine, tu vois. Euh, J'étais quelqu'un avant, je vais pas dire de carriériste, parce que carriériste, t'as un côté un peu péjoratif du terme, qui est que tu as envie d'écraser tout le monde pour avancer. Non, c'était plus dans l'optique, j'ai envie de faire comme mon père. Mon père était chef de département, je voulais faire comme lui.
Et je voulais, ouais, voilà, j'avais l'objectif d'avoir une belle vie professionnelle sans marcher sur les autres, bien sûr. Et, euh, et avec tout ce qui m'est arrivé après, j'ai pas pu reprendre le travail parce que je bossais chez Safran. J'ai pas pu reprendre le boulot. Et, euh, et au fur et à mesure où les années ont passé, je me suis rendu compte que j'avais changé. Alors pourtant, c'est rare qu'on change quand on est vieux, entre guillemets, quoi. Et j'ai changé. J'ai développé plus d'empathie pour les gens, plus à l'écoute des gens. Et truc bête, mais regarde, euh, comme tous les garçons, je pense, je pleurais pas, tu vois. Enfin, peut-être quand j'étais gamin, mais je pleurais pas. Et après cette grève de moelle osseuse, quand j'avais des films à la télé, je me mettais à larmoyer quand j'étais face à des sensations, à des émotions. Là, tu vois, en ce moment, je regarde The Voice. T'as des belles chansons, t'as des moments émouvants. Bah, j'ai la larme à l'œil et ça coule. Et ça, jamais avant, ça m'aurait impacté. Jamais. Jamais. Tu pouvais me dire quoi que ce soit, rien à foutre. Allez, vas-y. Donc, ouais, j'ai changé. Et je pense que j'ai changé pour le mieux. Intéressant ce que tu dis, ouais. Peut-être qu'avant, oui, tu avais une sorte de dissociation émotionnelle qui se faisait, et où là, tu as été un peu plus à l'écoute de ce que de ce que tu ressens. Comme tu dis, tu vois, quelque part, un petit peu ce que tu vis, t'as envie aussi de te sentir vivant, quoi. Aujourd'hui, je pense à l'approche de la mort, je pense que c'est aussi des choses que tu t'octroies le droit, en fait, d'avoir, hein, j'imagine, parce que ça doit également jouer dans ton mécanisme psychologique. Ouais, ouais, je pense. Bon, ça, En tout cas, écoute, moi, j'avais vraiment très envie de te faire découvrir un petit peu à ma communauté parce que, comme je te l'ai dit, et c'est pas des mots en l'air, hein, je te l'ai dit plusieurs fois, hein, Thomas, c'est quelqu'un vraiment que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup déjà, et puis que, Ouais, voilà, je trouve, c'est gentil, mais surtout, ouais, que je trouve que tu as une force mentale incroyable et voilà, tu es une super personne, tu es une très belle personne. Et voilà, j'avais juste envie de te faire un petit peu découvrir à ma communauté et puis un petit peu le message. Est-ce que tu as un dernier mot, en fait, si tu voulais dire quelque chose à la communauté ou est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Thomas? Ouais, peut-être le message que je peux faire passer, parce que oui, moi j'ai des problèmes, des gros problèmes de santé, mais in fine, qui n'a pas de problème? On a tous, et ça je le sais, je le vois, on a tous des problèmes. L'idée c'est de savoir quoi faire avec. Et je pense que c'est important d'essayer de temps en temps de relativiser et de se dire, bon, allez, ok, j'ai ce problème-là, je dois faire avec, ok, je vais faire avec, et réfléchir à qu'est-ce que ça peut m'apporter, in fine. Si je trie les cartes, il y en a peut-être une qui est quand même belle dans l'histoire. Hmm, c'est un beau message, ouais. Bon, bah écoute, Thomas, merci beaucoup pour cet entretien. Ceci dit, si on se retrouve à la table encore, j'essaierai de te défoncer comme d'hab. Je tiens à te le préciser. Et, euh, Merde. et voilà, je te remercie vraiment pour le temps en tout cas que tu nous as consacré. Les amis, on va donc on se revoit sur une prochaine vidéo. On se retrouvera pour Las Vegas, certainement, assez rapidement. Et puis voilà, voilà. C'est une vidéo un peu difficile en même temps, mais voilà, qui nous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Et voilà, prenez en compte un peu ce que nous explique Thomas, parce qu'il y a plein, plein, plein de choses à prendre, vraiment dans tout ce qu'il a dit durant cette petite heure passée ensemble. Prenez soin de vous, c'est important, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est bon? Bon, est-ce que ça a été? Ouais, nickel. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Bah, c'était le but, hein. C'était que toi, tu expliques les choses, hein, et que Hein, tu... Moi, c'était vraiment voir justement le message que tu avais, à dire. Après toi, j'ai ajouté des petites choses en fait rapides. Je pense
pour la compréhension, etc. Mais vraiment, le but, c'était de te laisser parler à fond, quoi. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. J'aime bien échanger. Et puis, bon, là, c'était pas vraiment un échange parce que j'ai plus parlé que toi, mais Non, non, mais c'était vraiment le but, quoi. C'est moi, honnêtement, j'avais vraiment envie de te laisser toute la place, là. Habituellement, c'est vrai que c'est un peu plus d'échange habituellement. Mais là, vraiment, tu vois, j'avais envie, vraiment, parce que voilà, enfin, j'étais persuadé déjà, tu vois, que tu allais, en fait, justement, nous. En plus, il y a eu des choses qui ont été un peu surprenantes dans ce que tu disais, parce que c'est vrai que, tu vois, que je m'attends. J'avais pas fait le rapprochement, tu vois, j'avais pas fait la contextualisation, notamment sur le bad beat, où tu avais été, mine de rien, tu vois, où tu étais toujours, en fait, quand même, touché par les bad beats, tu vois, aussi touché par les bad beats, tu vois, je pensais pas que c'était autant, justement, tu vois, je pensais que tu aurais eu un petit peu un côté où ça aurait été peut-être un côté un peu plus dérisoire. Même si, tu vois, j'ai tout de suite compris le mécanisme au final. Quand tu l'as expliqué, je dis non, mais en fait, oui, c'est normal parce que c'est cette distance entre ce que tu t'attends à vivre et ce que tu ne vis pas qui pose en fait le problème, quoi. C'est pas le fait que, tu vois, tu peux comparer ou j'ai tel problème, tel problème. Quand ça t'arrive, tu t'attends à vivre quelque chose et tu ne le vis pas. Tu peux avoir tous les problèmes du monde, tu vas être focus là-dessus, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Et Ouais, putain, c'est bien dit, c'est exactement ça. j'aurais dû le dire pendant la vidéo, mais tu vois, je le trouve que maintenant. Mais ouais, non, mais ça, je pense que justement, honnêtement, il y a plein de choses que tu nous as dit que je pense que moi, je me resservirais justement, tu vois, dans mes enseignements aussi. Parce que là, tu vois, l'exemple, par exemple, tu vois, là que tu viens de donner, bah, qu'effectivement, on est quand même toujours réceptif Impacté par le par le présent. bad beat. Ouais, Ouais. ouais. Tu vois, c'est hyper Mais intéressant, bizarrement, en tu fait. es d'accord avec moi que c'est assez incohérent et un truc qui ne matche pas. Tu vois, c'est les histoires de bad beat, ça me prend les tripes, d'accord? Ouais, Et quand j'ai un accident super important, ou un truc grave, bah là, là ça me passe à Bébelwed. ouais, C'est dingue, hein? ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Pourtant, on est d'accord, Michael, que là, c'est du présent aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est la souffrance, elle n'est pas liée en fait à ce que tu vis. Elle est liée à l'écart entre ce que tu t'attends à vivre et ce que tu vis. Putain, ça c'est vraiment con que je ne l'ai pas dit durant la vidéo en fait. Parce que, tu vois, là au final, tu t'attends à avoir des accidents au niveau de ta santé, etc. À ce que ça se passe mal, tu t'attends à ça. Donc au final, Ouais, tu vois, tu es préparé quelque part à y faire face. ouais, c'est vrai. C'est Alors que, vrai. alors que le bad beat, tu vois, t'es vraiment Non, favori, tu tu prends t'attends à pas. gagner. Et donc, Oui, t'as c'est raison. vraiment. C'est ça la différence, t'as entièrement raison. Hmm. Tu sais, moi, quand je reçois mes résultats et qu'on me dit, bon, monsieur, vous avez un cancer, bon, pour moi, c'est comme une lettre à la poste, hein, c'est normal. Ouais. Ça me fait aucun... On me dit que j'ai un cancer, ça me fait aucun effet. Mhm. Alors que n'importe qui, je pense qu'il prend ça dans la gueule, je pense qu'il s'en remet pas, le mec, tu vois. Alors que moi, c'est bon, ok. Mais c'est ça, ta différence, là, elle est très bien expliquée, ce que tu m'expliques là. Là, la façon dont tu me résumes les choses, c'est exactement ça. T'as raison, hein. En fait, tu vois, je disais, là, on a coupé en fait le premier enregistrement, mais j'ai toujours l'enregistrement Zoom, donc je pourrais quand même mettre ce passage-là au final. Ah ouais, bah vas-y, hein. Vas-y. Vas-y, si ça enregistre Ouais, toujours, bah ouais, vas-y. ouais. Bah oui, ça enregistre, ouais, non, mais c'est Parce clair, qu'en parce plus, que c'est c'est. super intéressant, cette Bah remarque ouais, que ouais, tu ouais, mais en fait, même fais. moi, tu vois, j'en prends conscience là au final, tu vois, je fais le parallèle par rapport à mes connaissances, mais sur le moment, tu vois, j'ai pas mis de la conscience dessus. Et effectivement, là, tu vois, c'est un petit peu les connaissances, tu vois, là, qui me reviennent, qui me permettent de mettre de la conscience dessus. Mais effectivement, tu vois, c'est mettre le doigt là-dessus, c'est hyper intéressant parce que, et je pense vraiment que je vais m'en servir vraiment dans mes enseignements parce que ça a beaucoup de valeur ce que tu dis, tu vois, et ça montre à quel point notre cerveau se focus vraiment sur Ouais, des ouais, c'est choses ça. précises, tu vois, sur le moment et que bah, c'est notre capacité à défocus ça, justement, tu vois, à aller voir une autre partie de la pièce, c'est ça qui va nous permettre d'aller dans le mieux-être très rapidement, de savoir switcher. Et c'est un travail mental, vraiment, c'est quelque chose qui se travaille, c'est très dur à faire, tu vois, surtout pour les gens qui s'habituent à être un petit peu dans ce mode-là. Et c'est ça qui nous emmène à un confort de vie qui est beaucoup plus puissant dès lors que tu sais faire ce travail-là. Enfin, moi, je te vois, et d'ailleurs, tu vois, j'ai un peu honte de le dire enfin, de te le dire à toi, parce que tu vois, moi, j'étais dépressif chronique à un moment donné, et quand je regarde ce que j'ai vécu et tout, tu vois, j'étais dépressif juste par rapport à mes perceptions, quoi. C'est moi qui construisais ces perceptions qui me rendaient malheureux.
Alors que j'avais zéro droit d'être malheureux avec la vie que j'ai eue, quoi. Mais zéro, quoi. Et tu vois, c'est juste moi, ma construction mentale qui a fait que j'étais malheureux. Et tu vois, quelque part, quand tu parles de culpabilité, quand tu parlais de culpabilité et tout, là, ouais, là, il y a de la culpabilité. Tu peux avoir de la culpabilité quand tu penses que tu as passé des années à pas vraiment vivre la vie que tu aurais dû vivre, quoi. Honnêtement, tu vois. Mais en même temps, c'est comme toi. Ça m'a permis de devenir une meilleure personne. Ça m'a permis avoir un peu plus d'empathie, d'être un peu plus ouvert justement aux émotions. Moi, je comprenais hein, ce que tu me disais de ne pas pleurer et tout. Moi, c'était pareil, hein, mon père. Et tu vois, en général, la société, tu vois, un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions, etc. Et moi, pleurer, Ouais. c'était pas faisable. Aujourd'hui, j'ai pas de problème en fait avec ça. Même tu vois, tu me parlais d'une série. Il y a une série moi qui m'avait énormément touché à un moment donné. C'était This Is Us. Alors, putain, This Is Us. Mon accent anglais, il est vraiment terrible. Et cette série-là, elle est dure aussi cette série-là. Tu vois, combien de fois j'ai eu les larmes aux yeux sur cette série-là. Elle est sur Netflix? Je crois, ouais. Ou ça doit être Netflix ou Amazon, mais ouais, ouais, elle est sur Netflix. This Is Us. Elle est vraiment géniale cette série. Honnêtement, c'est une très belle série. Elle m'a vraiment beaucoup touché cette série, honnêtement. Et je me rappelle aussi, tu vois, que j'étais déjà à une époque où j'essayais d'être le moins possible dans le jugement. Mais être dans le jugement, tu vois, c'est très compliqué. C'est un mécanisme aussi qui est vraiment très automatique chez l'homme. Et je m'étais promis de moins juger. Parce que tu vois, quand je te parlais justement un petit peu de dépression, avant d'être dépressif, moi je jugeais les gens qui étaient dépressifs. C'est-à-dire que je me disais, c'est des gens faibles, qui n'ont pas de mental, etc. Tu vois, ça me permettait de me voir un petit peu plus beau que je l'étais jusqu'à que la vie me rattrape avec un bon coup de poing dans la gueule, tu vois, et me mettre dans la situation et me rendre compte qu'au final, n'importe qui peut devenir dépressif si jamais, en fait, il a des failles mentales. Et là, tu vois, donc je jugeais et je m'étais dit, bah, je vais plus juger. Et je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, il y a une nana genre, je vais pas te spoil, mais en fait, enfin, tu vas voir que la nana, elle est un peu toxique quelque part, etc. Tu vois, puis il y a un moment, elle m'énervait un peu, puis je me disais, ah, machin, tu vois, elle en fait trop, etc. Tu vois. Sauf que bah, tu sais pas ce qu'elle a vécu, la nana, réellement. Et quand tu comprends un peu plus tard ce qu'elle a vécu, bah, tu comprends mieux, tu vois. Et c'est souvent ça, c'est que on juge les gens, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils vivent, les gens, ce qu'ils ont vécu, etc. Tu vois. C'est-à-dire que là, et quand tu comprends mieux ce qu'ils ont vécu, tu dis, ah ouais, ouais, ok, là, ça fait sens. Ça fait effectivement, ces réactions font vraiment sens. Et tu vois, je me suis permis de juger encore une fois de plus. D'accord. Et ouais, c'est vraiment une série encore, tu vois, qui m'a. Je dis, ah ouais, putain, elle est, elle est dure cette série aussi, ouais. Donc, ben voilà, si t'as envie de chialer, que tu veux voir un petit peu de trucs. Enfin, bon, chialer, juste pour chialer, c'est pas mon truc non plus, hein, faut pas. Non, mais je déconne, c'est du second degré. T'es un peu sur Facebook. Là, tu me suis sur Facebook ou pas? Ouais, 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 de temps en temps, il y a Poker Pro Live. Ouais, Et là, euh, d'ailleurs, c'est bien dans Poker Pro Live que tu vas raconter ton Vegas. ouais, Ouais. ouais. Bah, moi, j'ai hâte, hein, parce que. Thomas, Ouais, alors je te fais la proposition comme ça, honnêtement. Je peux te libérer une chambre gratuitement pour Las Vegas si tu as envie de venir à Las Vegas. Si tu as les moyens, machin et tout, en fait, si tu veux venir du 18 au 25 avril, et je peux avoir éventuellement une chambre aussi du 11 au 18. Le 11 au 18 ou du 18 au 25. Ou du 11 au 25. Si tu veux venir 2 semaines, Thomas, viens 2 semaines. Si tu dois payer un billet d'avion, que tu veux vraiment kiffer, que tu veux profiter, en fait, tu peux venir 2 semaines. Je te euh, l'offre. putain, enfin, je m'attendais pas à ce que tu me fasses une proposition comme ça, hein. Bah, au final, tu vois, voilà. Non, ben après, tu as le billet d'avion à payer. Ouais, 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 bien sûr. Mais Euh, Ça te dérange pas si je note en même temps pendant que tu parles? Tu m'as dit 11 au 18. 11 au 18, 18 au 25. Et si tu veux venir les 2 semaines, t'es le bienvenu. Tu vois, ça me dérange pas en fait, tu vois. Bon, habituellement, c'est des trucs que je peux vendre en fait en dernière minute, mais je préfère te l'offrir à toi. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes à Vegas, voir un petit peu Vegas, que tu découvres Vegas. Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes.
hein. J'en ai rêvé en fait de ce truc. Ça faisait partie de mes projets et j'ai pas arrêté de te dire qu'à chaque fois, je me poussais à faire l'action. Et ça, c'est le seul truc où je m'étais mis un frein. Et toi, tu es en train de me le proposer. C'est complètement incroyable, quoi. Et c'est assez dingue, là, cette histoire-là que tu es en train de me faire, hein. Bah, c'est de bon cœur, mon vieux. Donc, organise-toi. Organise-toi, c'est à voir une fois dans sa vie, les gars. Honnêtement, pour un joueur de poker. J'en ai toujours rêvé et tu es en train de me l'offrir sur un plateau, quoi. En plus, tu peux avoir des billets d'avion vraiment pas trop chers, quoi. Tu peux retrouver pour 650, 700 balles, tu peux vraiment trouver, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Voilà, je vous ai un petit peu coupé parce qu'à un moment donné, je lui ai fait la proposition, comme vous avez vu, donc pour le voyage de Las Vegas. On essayait de mettre un petit peu en accord les agendas, puis voir effectivement ce que j'avais de libre. Euh, je suis vraiment heureux de lui offrir ça, honnêtement, mais vous voyez, c'est en même temps, il y a une part de culpabilité qui prend un peu le dessus les derniers jours, malheureusement. Et c'est pour ça que voilà, j'ai eu l'idée ensuite de faire cette cagnotte, de demander à Thomas de la créer. Hein, c'est pas mon nom que je l'ai créé, c'est vraiment Thomas qui l'a créé pour lui. Euh, voilà, je sais on est beaucoup sollicité. S'il y a ça, que la situation financière est très compliquée. Euh, mais voilà, si vous avez ne serait-ce que quelques pièces, quelques euros, ça ne changera pas votre vie et ça changera vraiment la fin de vie en fait de Thomas, de lui permettre de faire ce rêve-là correctement, de ne pas se prendre la tête. Si en fait il a envie de se faire un bon petit resto, faire un petit buffet au win ou un petit truc comme ça, qu'il ait les moyens de le faire. Bien sûr, moi j'essaierai de l'aider aussi même financièrement pour Vegas, mais c'est aussi pour moi déjà. Vous le savez, hein, si vous me suivez un peu sur la page Facebook, cette année j'ai fait vraiment beaucoup de dons de places gratuites sur cette dernière Villa de coaching Las Vegas. Je pense que c'est la dernière, ou en tout cas l'année prochaine, je pense pas que je la ferai. Peut-être que je reviendrai dans 2 ans, mais voilà, c'était pour marquer aussi un peu le coup. Mais financièrement, pour moi, voilà, c'est une villa en fait qui me rapportera vraiment pas grand-chose, quasiment que dalle. Euh, mais voilà, je suis vraiment content de faire ce genre de choses, en tout cas cette année. Euh, Parce que pour moi, le coaching, c'est aussi avant tout une aventure humaine. Et je suis un peu ému, en fait, honnêtement, en filmant ça, parce que Thomas, c'est vraiment une super personne, voilà, je me sens un peu morose depuis quelques jours en ayant vraiment pris conscience que peut-être que moi, Las Vegas, ça sera le moment où je dirai au revoir à Thomas. Euh, et voilà, je compte juste sur vous pour lui offrir quelque chose, voilà, un vrai baroud d'honneur. Voilà, c'est entre joueurs de poker, je sais qu'il y a beaucoup de compassion entre les joueurs de poker, mine de rien, c'est un sport qui est solitaire, mais, où il y a en fait de la compassion aussi, et je pense vraiment qu'on peut, qu'on peut lui offrir quelque chose de bien, quoi. Donc je compte sur vous les amis, et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.